la gorge de Norbert et Julie pour voilà, qui se disent des choses un peu plus claires. Quoi. Et donc, pas de geste brusque. On va rentrer dans le sujet de l'inclusion pour faire vite. Et donc, je passe la parole à Marianne, sachant que là aussi, on aura un très gros morceau d'après-midi pour y travailler. Donc, successivement, Marianne Pelloir et les filles. Bonjour, je ne vais pas représenter longuement Marsan dont Jacques-François a fait la publicité tout à l'heure, juste pour vous redire que c'est un groupement d'intérêt scientifique pluridisciplinaire qui fédère les équipes publiques qui travaillent en sciences humaines et sociales sur les usages des technologies en Bretagne. Donc, moi, je fais partie du groupe e-inclusion de Marsan qui travaille sur les usages réels, entre guillemets, des usagers, en contraste en fait avec les usages prescrits, les discours communs et les représentations dominantes. Donc on travaille sur les usages dans le domaine de la solidarité et les usages des publics dits fragiles ou éloignés et les usages des intervenants sociaux qui les accompagnent. Donc plus précisément, je vais vous parler de ce que moi j'ai pu faire dans le cadre de mon stage de master de thèse, parce que je poursuis actuellement. Donc je travaille sur les usages et les représentations des publics en errance et des intervenants sociaux qui les accompagnent. Donc par public en errance, j'entends public de la rue, ou alors public qui se trouve dans de telles conditions de précarité qui se trouvent dans l'impossibilité de prévoir leur avenir. À ce titre, il est intéressant de noter que les structures d'accueil pour public à la rue sont largement fréquentées par des publics logés, mais qui continuent à avoir tout un tas de difficultés dans différents domaines qui nécessitent une intervention particulière. Pour revenir aussi rapidement sur la notion d'intervenants sociaux, ça me permet de prendre en compte à la fois les travailleurs sociaux au sens traditionnel, avec les figures classiques de l'assistante sociale ou d'éducateur spécialisé, mais aussi de tous les bénévoles qui interviennent auprès de ces publics-là, et de tous les éducateurs, animateurs au sens large qui peuvent les accueillir dans différentes structures, y compris par exemple dans les espaces publics numériques que certaines personnes à la rue peuvent fréquenter. Je vais revenir rapidement sur la méthodologie parce que dans la recherche c'est relativement important. Donc, en fait, vous allez voir, c'est quelque chose d'important parce que la démarche méthodologique, c'est aussi une démarche de construction de la confiance, donc c'est pas trop hors sujet. Donc, ça nécessite donc la démarche méthodologique une construction de la confiance avec les acteurs de terrain, notamment parce que c'est des personnes qui sont souvent stigmatisées, donc qui sont un peu dans la défiance au premier abord. Et les travailleurs sociaux sont tenus et très attachés au secret professionnel. Donc ça nécessite une démarche longue d'apprivoisement du terrain pour nouer une relation. Donc voilà, donc ça nécessite de passer du temps sur le terrain au plus près des acteurs. Et donc pour ça, j'ai passé du temps dans ce que la géographe Jemila Zenaidi Henry appelle les géographies du savoir survivre, donc que composent toutes les structures d'accueil. Donc j'ai notamment passé du temps dans les structures dans lesquelles les publics de la rue peuvent aller trouver à manger, ou un endroit où laver leur linge, ou se laver, ou éventuellement passer la nuit. Donc c'est une démarche d'observation participante qui fait référence à l'ethnographie. C'est observer le quotidien et puis tenir un rôle aussi pour à la fois légitimer sa présence et puis observer les processus en les vivant pleinement. J'ai également co-animé un atelier dans une structure d'accueil de jour qui faisait intervenir les technologies. Donc là on entre pleinement dans une démarche de type recherche-action, mais je ne vais pas m'étendre puisque je vais plutôt vous illustrer ça en fait ensuite. Voilà. Donc là, on entre plutôt dans les résultats de mon travail de recherche. Donc les technologies sont investies par les publics les plus fragiles comme un support de construction identitaire. Et là, on fait référence plutôt à la dimension symbolique des technologies. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les concepts, mais plutôt vous donner des exemples pour illustrer. Et l'exemple le plus parlant, à mon avis, c'est celui des jeunes de la rue qui portent de manière très visible
des téléphones portables en les portant autour du cou ou à la ceinture ou dans la main. Souvent des téléphones portables qui sont dernier cri, etc. Et donc qui sont un symbole de jeunesse et d'intégration dans le monde de la modernité qui leur permet de reléguer au second plan l'étiquette de SDF et de se démarquer de la figure repoussoire du clochard qui cristallise un petit peu leurs angoisses vis-à-vis de l'avenir. Je parle de dimension symbolique des technologies parce que ces téléphones qu'ils portent de manière visible sont parfois inopérants parce qu'il n'y a pas de carte SIM, etc. Ou alors parce que ils n'ont pas d'argent pour acheter du crédit ou avoir un abonnement. Et pour autant, le téléphone est quelque chose qu'ils portent quotidiennement. Donc vidé de sa fonction de communication, le téléphone est plutôt un symbole. J'ai fait des entretiens aussi avec des vendeurs des boutiques de téléphonie mobile du centre-ville qui nous ont expliqué que même ils vont demander aux vendeurs les téléphones de présentation qui sont dans les boutiques et qui sont donc des téléphones factices en fait, et que eux portent après de manière visible. Donc finalement, ce que ça nous apprend, c'est que vraiment les usages des technologies, lorsqu'ils s'installent, deviennent de véritables normes en fait, qui concernent toutes les personnes de la société. Je ne sais pas si je développe tous les exemples ou si... Le deuxième exemple que je pouvais avoir, c'est celui des jeunes filles qui, au restaurant social dans lequel j'ai passé beaucoup de temps, monopolisent l'ordinateur qui est présent dans la structure, alors qu'elles constituent un public ultra minoritaire puisqu'elles représentent à peu près 15% du public accueilli. Et j'ai pas interprété ça comme une compétence ou une appétence accrue pour l'outil, mais comme le besoin de trouver un espace où se retrouver dans la structure, et donc elles ont construit autour de l'ordinateur un espace qui leur était réservé. Donc elles ont tendance à gérer l'utilisation de l'ordinateur aussi en disant « toi ça fait longtemps que tu es là, maintenant tu nous laisses la place ». Et donc elles occupent cet espace de manière très, très forte. C'est ce que j'ai appelé la territorialisation de l'espace institutionnel. En général, il est plutôt combattu par les travailleurs sociaux qui voient un risque de maintien dans une position d'assistance. Mais quand il s'agit de jeunes filles, c'est plus largement toléré parce qu'on leur reconnaît un besoin accru de se protéger et d'être protégées dans un monde qui est quand même souvent violent. Le troisième exemple que je peux vous donner, c'est celui des demandeurs d'asile qui sont très nombreux à Rennes et qui, faute de place dans les structures adaptées, dans les structures spécialisées, cohabitent dans les structures de droit commun. De gros conflits puisque c'est des personnes qui n'ont pas du tout le même genre de problématiques que les publics de la rue dits de droit commun entre guillemets. Et donc ils ont la volonté au quotidien de se démarquer très fortement d'un public qui, comme je disais, ne partage pas les problématiques et sur lequel ils portent un regard assez dur, notamment sur les comportements addictifs en fait et de consommation d'alcool et de toxiques. Et ça se traduit au niveau des technologies par un usage plus développé et plus autonome que eux aussi revendiquent largement. Ce qui a tendance à créer des conflits puisque les autres se sentent un petit peu discriminés et plus stigmatisés encore. Et donc l'ordinateur dans les structures d'accueil peut devenir une source de conflits importante. Et puis du coup on stigmatise aussi les usages des personnes étrangères qui, quand elles vont sur les forums, sont tout de suite abusées de faire du réseau et d'alimenter les réseaux de passeurs, etc. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai appelé des stratégies en fait, de maintien identitaire. Et on voit que l'errance en fait, et l'expérience de la rue fragilisent vraiment la personne et où des questions telles que comment maintenir une image relativement positive de soi sont en fait des questions de survie. Et la sortie de la rue nécessite une réelle reconversion identitaire, une complète reconstruction de soi, dans lesquelles les technologies jouent parfois un rôle important. Pour ça encore, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un homme de 40 ans que j'ai rencontré plusieurs fois dans différentes structures, qui a passé 20 ans dans la rue et quelques temps en prison, et puis qui un jour a dit cette fois j'en ai marre, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve du boulot. Et moi j'ai envie de devenir préparateur de commandes, mais pour ça il faut maîtriser à minima l'outil informatique. Donc il a fait part de sa demande au Pôle emploi, qui lui a
proposé de prendre des cours d'informatique. Alors il n'a pas été au bout parce que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup dans l'alcool par exemple, mais les technologies sont associées dans les représentations à l'emploi et donc à la reconquête d'une place idéale, et c'est quelque chose d'important dans la revalorisation de soi et la reconstruction de l'estime de soi. Je vais un petit peu vite. Donc voilà, je vous parlais de recherche-action tout à l'heure. Donc l'atelier que j'ai co-animé dans une autre structure d'accueil de jour, c'est un atelier morphing. Je ne vais pas entendre morphing parce que ça les a beaucoup fait rire. Et donc on a proposé aux participants volontaires de mélanger 2 photos grâce à un petit logiciel dont une les représentant. Et donc le logiciel, en posant des points sur la première image et en faisant correspondre les points sur la deuxième image, génère automatiquement une petite animation vidéo. Et donc on leur a proposé ça avec, comme exemple, par exemple, tu peux mélanger ton visage avec la tête de ton animal. Et c'est ça qui les a motivés en fait. Et cette relation à l'animal, qui est donc au chien, qui est très importante pour eux, a finalement fait qu'on a réussi à mobiliser des personnes qui étaient très éloignées de l'outil informatique, qui pour certains utilisaient l'ordinateur pour la toute première fois et qui a priori ne l'ont pas du tout approché depuis la fin de l'atelier. Mais c'est un projet qui a permis en fait aux personnes, en prenant le temps de se poser, alors ça a mis du temps hein, pour certains de venir déjà s'asseoir derrière un bureau, de toucher l'ordinateur, mais quand ils ont réussi à s'approprier un petit peu le projet et l'outil, ça a vraiment généré un certain nombre de questionnements du type qui je suis en regardant son image. Et donc c'est une véritable quête identitaire qui s'est articulée autour de 3 thèmes. Donc la relation à l'animal, le genre notamment dans le cas des jeunes filles, et la paternité. Donc c'est ce sur quoi je voulais insister en fait, puisque le thème de la journée c'est la confiance. C'est que cette appropriation de l'espace projet, donc qui est à la fois l'appropriation de l'outil, mais aussi de l'espace institutionnel dans lequel l'atelier a lieu, et puis pas l'appropriation, mais du coup la rencontre avec les personnes qui animent l'atelier, a permis de générer des questions importantes et de construire une relation de confiance qui investit dans la relation éducative largement au-delà de la tenue de l'atelier. Donc l'atelier informatique a participé à ce processus d'apprivoisement réciproque. Donc Donc c'est vraiment le processus qui permet de dépasser en fait tous les stigmates pour entrer chez ce que Goffman, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sociologue américain qui a travaillé sur la notion stigmate, pour entrer chez ce que lui appelle les initiés. Donc c'est des personnes entre guillemets normales devant qui les personnes stigmatisées ne se cachent pas puisqu'elles se sentent pleinement acceptées. En conclusion, en fait, je voudrais revenir sur ce qu'on a dit déjà depuis tout à l'heure, c'est que la confiance, c'est vraiment un processus et que ça se construit dans le temps. Et pour les personnes les plus fragiles, ça se construit dans la proximité physique, presque corporelle en fait, puisque c'est des personnes qui manquent beaucoup de confiance en elles et qui sont dans une situation de défiance vis-à-vis des institutions de manière générale. J'ai une petite diapositive de publicité pour terminer, puisque mon directeur de recherche, qui est Pascal Plantard, vient de sortir un ouvrage pour en finir avec la fracture numérique. Ce sur quoi je voulais parler, en fait, c'est le titre, en fait, peut-être vous l'expliquer, pour en finir avec la fracture numérique. C'est dans un premier temps proposer des solutions pour essayer de résorber les inégalités qui persistent, mais c'est surtout essayer d'en finir avec cette notion de fracture numérique qui, pour nous, n'a plus de sens, puisque aujourd'hui, presque tout le monde est usager des technologies, et surtout, usagers et non usagers des technologies font partie de la société de l'information, ont des représentations sur les technologies, ont un avis à donner, et donc je voulais expliquer par exemple avec les plus jeunes et les téléphones portables,
ils ont intégré les représentations qu'il y a des technologies et ça génère des comportements, donc même chez les personnes les plus exclues. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est sur le site qu'on va mettre en ligne à la fin de la semaine, donc www.pascalplantard.fr. Il y a un espace de débat sur le bouquin où on aimerait vraiment que les auteurs de l'ouvrage puissent interagir avec les lecteurs, et donc vous pourrez poser des questions ou faire des commentaires, et ce serait une manière d'aller plus loin en construisant le savoir ensemble. Merci Marianne, alors merci y compris pour la page de publicité. Pour nous c'est un moment très important, hein, la parution de ce bouquin, parce que ça fait des années qu'on se trimballe ce vocabulaire fracture numérique dont on s'est déjà dit à plusieurs, dont pas mal de gens ici, que c'est inapproprié. Nous, à FIM, il y a 10 ans qu'on a publié contre la fracture numérique comme énoncé simplificateur. Et là, les champs sur lesquels tu viens d'exposer ton travail sont vraiment des champs sur lesquels on sort du simplisme de dire il y a une fracture numérique vécue dans la logique du retard numérique. Donc ça va un peu faire le joint avec ce qui va suivre et l'action de défi. Mais vraiment, j'ai l'impression que Pascal est dans le travail d'équipe qu'il anime aussi. Il y a un dépassement qui a été fait qui pour nous est significatif, notamment dans le fait de corréler, comme tu viens de le faire, les questions de confiance avec les questions de construction de soi, de confiance en soi, de construction des liens, et donc de travailler un petit peu sérieusement sur des points de départ qui sont les situations, on pourrait dire, d'inconfiance, comme on peut parler d'intranquillité, ou comme on peut parler de... donc comment est-ce qu'on arrive à prendre appui sur cette lecture de situations de grande fragilité ou de complications du lien, et ainsi de suite. Je pense que c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans l'atelier morphing, si c'est la relation à l'animal qui a permis de mobiliser les personnes dans un premier temps, et si après ça a été long de maîtriser l'outil informatique, une fois que tout ça, ça a été posé, ça leur a vraiment permis d'exprimer des choses qu'ils ont beaucoup de mal à exprimer dans le cadre de la médiation directe. Et donc des questions autour de la paternité, par exemple, qui est quelque chose de très douloureux, parce qu'ils sont nombreux à être parents et très peu nombreux à avoir des relations avec leurs enfants. Ça leur a permis d'exprimer des choses qu'ils n'expriment pas de façon directe. Et dans le cadre de la relation éducative, c'est très intéressant, parce qu'une fois qu'on amorce l'expression, c'est quelque chose qu'on peut tirer après dans la relation éducative et continuer à travailler sur ces points-là. Merci. Et donc je passe tout de suite la parole à Défi, et qui m'a dit « Oh, tu sais, on en a pour 5 minutes ».